Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et avec moi j'ai... Sam, mais est-ce que c'est vraiment 2 jeux? Ou c'est pas plutôt Ben, 10 jeux aujourd'hui? ben ouais, aujourd'hui ça va être un duel assez... En fait, ça va être des duels en nombre parce qu'on est allé faire un tour à la Quige il y a quelques fins de semaine de cela, où on a eu l'occasion de voir plusieurs jeux qui sont sur le bord de sortir, qui sont sortis ou qui vont sortir prochainement sur les tablettes de vos magasins de jeux de société locaux. Ils sont sur le bord ou qui vont sortir? Ouais, c'est pas mal tout dans ces C'est deux eaux-là, là. options très différentes. Oui. Ben, il y en a qui sont plus éminents que d'autres, là. Mais ça s'en vient. C'est toutes des affaires qui s'en viennent. Mais en même temps, il y en a aussi qui sont déjà sortis, mais dans d'autres langues. Là, on était dans une conférence qui est en français au Québec. Fait que, tu sais, c'est tous des jeux en version française, tu sais, qui vont sortir et qui vont être disponibles. Yes, puis il y en a tellement qu'on s'est dit on va vous faire 5 mini-duels. Là. On a préparé quelques petites catégories, puis on va vous inviter à voter pour chacun de ces mini-duels-là, puis peut-être pour le duel global. Là. Parce que moi, dans le fond, je voulais juste qu'on parle de tous les jeux qu'on s'était fait présenter, mais Vince, il me disait, là, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas astiné, juste toi puis moi, là, on est dû pour un vrai duel. Là. J'étais comme, ok, ouais, bon point. Ouais, fait que c'est ça. Je voulais qu'on s'ostine un peu, puis on va y aller avec ça. Fait qu'on a choisi chacun un jeu dans les catégories qui sont jeu de party, jeu désagréable, jeu filler, jeu de cartes, puis jeu de tuiles. Parce que des jeux de cartes De et des mon... jeux de tuiles, il y en a pas mal. Mais on va revenir à Ouais, ça plus tard. plus tard, parce que là, on va discuter, on fait un petit retour en fait sur le duel de l'an passé. Puis on avait une thématique adaptation de jeux vidéo, dans lequel j'avais défendu le jeu Metal Gear Solid The Board Game, édité par Simon, où on joue, c'est un jeu d'infiltration, où on joue entre autres Solid Snake, qui va essayer d'infiltrer une base dans laquelle un groupe de terroristes ont pris le contrôle d'une nouvelle arme de guerre qui s'appelle Metal Gear Rex. Là, dans le fond, on recrée vraiment tout le scénario du jeu vidéo, mais dans le jeu de société. Fait que c'est un jeu de subtilité, en fait, je ne dire pas tant de subtilité, mais de Furtivité. euh, furtivité, oui. Où souvent l'objectif, c'est ça, c'est de réussir à atteindre l'objectif du scénario sans trop se faire pogner, parce que les ennemis, dans le fond, deviennent alertes à ta présence, puis là, ils te courent après, puis ils vont te tuer, puis t'es pas un one-man army, t'es vraiment quand même assez sujet à mourir vite si tu te fais voir. C'est ça. Chaque mission a comme ses petites particularités. Des fois, il faut que tu réussisses à activer des terminaux. Des fois, il faut juste que tu te rendes jusqu'à la fin. Des fois, il faut que tu battes des bonhommes. Tu as aussi des niveaux de boss où là, vraiment, tu as comme les boss du jeu vidéo. Puis là, ils ont essayé d'adapter certaines mécaniques du boss dans le jeu de société. Puis, tu as aussi un mode qui est comme plus. Qui est comme en dehors du mode histoire, là. Je pense que c'est le mode VR qu'ils appellent. C'est comme tu avais des side missions que tu peux faire dans le jeu. Ben là, tu as comme un équivalent de ça dans le jeu de société, mais c'est plus pour pouvoir t'installer puis jouer avec du monde direct comme ça, sans avoir à lire toute l'histoire, parce que le jeu est vraiment la campagne du jeu vidéo. Fait que, tu sais, de temps en temps, tu peux pas jouer à autant de joueurs que tu veux parce qu'il y a juste un bonhomme, admettons, pour cette mission-là, ou deux. Fait que tu es un peu plus restreint quand tu fais la campagne. Moi, je l'aime bien, je l'aime beaucoup. En fait, j'ai continué la campagne, là, je l'ai pas encore tout à fait fini, mais j'ai bien hâte de la finir. Je suis comme à mi-chemin, là. Il y avait comme un boss particulier, là. Pour ceux qui connaissent le jeu, il y avait Psycho Mantis. Puis j'avais vraiment hâte de voir comment il avait adapté ce boss-là dans le jeu de société, parce que dans le jeu vidéo, il était spécial. Il y avait vraiment un truc particulier. C'était un bonhomme, un boss très méta, mettons,
pour un Ouais, jeu je de pense que tu peux PS1. spoiler le jeu de PS, là. Ça fait quand même 20 ans que c'est sorti, là. Ouais. Ben, tu sais, dans le jeu, Psycho Mantis, il lisait les sauvegardes que tu avais sur ta carte mémoire de PlayStation, puis là, il te calait sur ce que tu avais. Fait que, tu sais, admettons, tu avais joué, je sais pas, à Crash Bandicoot, puis tu avais une sauvegarde sur la même carte mémoire, ben là, il disait ah, t'aimes ça jouer à Crash Bandicoot? Puis, vraiment, il réagissait en fonction de ce que tu avais sauvegardé. Il y avait des lignes préprogrammées pour plein de jeux, fait que c'était. Tu sais, ça faisait vraiment bizarre, tu sais, le jeu te parlait pour vrai de trucs que tu as vraiment fait. Puis pour pouvoir le battre, en fait, il fallait que tu mettes ta manette tu branches ta manette dans la slot du joueur 2 parce que s'il était dans le joueur 1, le boss, il contrôlait tes mouvements, puis il inversait tes contrôles, puis il te niaisait, il était vraiment dur à battre. Mais il fallait que tu branches ta manette dans le joueur 2, puis là, il n'y avait plus le contrôle, puis là, tu pouvais le battre. Tu sais, c'était ultra méta. Puis j'avais hâte de voir comment il allait adapter ça dans le jeu, le board game. Puis sérieux, j'ai trouvé ça cool, la façon dont il l'a fait. Tu sais, ils ont quand même essayé, tu sais, de recréer ce moment-là, mais à la version plus board game. Puis j'ai trouvé ça bien cool. Fait que Mais je suis là, surpris je suis comme d'entendre que t'as pas fini la campagne. Parce ben, qu'il me semble que en tu fait, tripais dessus, puis tu sais, t'avais joué pas mal avant le duel, puis un peu après, là, puis juste manqué de temps, passer à autre chose. c'est plus manqué de temps. Tu sais, j'ai eu d'autres jeux que je voulais essayer, mais tu sais, là, l'autre jour, je m'étais installé, je l'avais sorti. En fait, c'est con, là, tu sais, des fois, je le sors, puis là, finalement, il y a mon chat qui est venu comme me déranger, puis tout ça, puis là, j'essaie de me replacer, puis là, je me suis mis à faire la vaisselle, puis tout ça, puis j'ai perdu le fil. Ouais, je suis facilement distrayable comme ça quand je vois de la vaisselle qui traîne. Ma blonde est bien contente de tout ça, là, mais bon, des fois, Ouais. mais oui, oui, en fait, là, faut que je la finisse, là. J'ai hâte de le ressortir, puis tu sais, je vais la finir, la campagne, là, c'est Parce que moi, sûr. les critiques que j'avais vues, c'est que tu sais, les missions de furtivité ils étaient comme un peu trop tout le temps pareil, puis tu sais, c'était pas nécessairement la force du jeu. Fait que la partie boss battle était quand même cool, mais tu sais que peut-être le ratio était pas parfaitement à point, là. Puis moi, pour le peu que j'y ai joué, je pense que je suis un petit peu d'accord avec ça, là. J'ai pas le facteur nostalgique, là. J'avais bien aimé la partie stealth, mais tu sais, peut-être pas pour en faire 15 games, là. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'avoue que j'étais, je pense, le public cible là, de ce jeu-là. Là, parce que j'ai adoré le jeu, puis là, j'ai l'impression comme de rejouer aux jeux vidéo, mais tu sais, à la version board game. Fait que moi, je suis très biaisé dans l'interprétation de ce jeu-là. Puis, tu sais, moi, j'ai du fun. Je mets la musique du jeu quand je parle ma game. Fait que, tu sais, ouais, fait que Ah non, je suis pas mal biaisé. Mais c'est un c'est, plus mais c'est, value, mais c'est ça, tu sais, faut que tu aies déjà une affinité avec le jeu vidéo, là. ouais, c'est ça. Mais c'est Tandis que sûr que, tu moi, sais, de mon bord, j'avais un jeu, j'avais Elder Scroll Betrayal of the Second Era, qui est aussi une adaptation de jeu vidéo, auquel je n'ai pas joué non plus. Fait que j'y arrivais comme un peu plus, ben, moins biaisé, dans le fond. Par contre, j'avais joué à Too Many Bones, qui est un autre jeu de Chip Theory Games, qui est un peu comme Elder Scrolls se veut comme son successeur spirituel, si on veut, mais avec dans un monde qui existait déjà, là, dans le fond. Fait que tu sais, je peux peut-être plus faire les comparaisons avec Too Many Bones. C'est comme 80% le même jeu au final, mais il rajoute quand même beaucoup de stock. Je trouve que la personnalisation de ton personnage, puis la façon que tu le fais progresser, puis que tu gères tes dés pendant les combats, est beaucoup plus intéressante dans Elder Scrolls que dans Too Many Bones. Par contre, c'est ça, tu sais, les sessions sont plus longues, il y a plus de règles, il y a plus de flafla autour, là, il y a toute l'histoire tu sais, de se promener entre les différentes batailles. Tu sais, dans Too Many Bones, tu sais, t'as comme des petites cartes événements que tu lis, t'as un petit choix, mais tu sais, c'est pas très développé, là. Ça te permet un peu de progresser, de gagner de l'XP, puis du loot un peu, mais comme, tu sais, dans Elder Scrolls, ben, tu te promènes vraiment sur la map, des fois, il y a d'autres personnages qui te courent après, fait que là, faut que tu track un peu où ce que eux ils sont, où ce que toi t'es, tu choisis un peu le chemin que tu veux prendre. Et tu vas te faire offrir des side quests sur ton chemin, c'est à toi de gérer. Est-ce que tu veux comme rusher pour te rendre à la fin ou jusqu'à quel point tu veux perdre du temps parce que t'es quand même limité dans le nombre de jours que tu peux prendre avant
de réussir ton objectif. Fait que Oui, il est plus complet que Too Many Bones, mais en même temps, c'est ça. Ça vient avec le fait que c'est plus compliqué à apprendre, plus difficile à sortir. On a une campagne en cours qu'on n'a pas rejoué depuis le duel, mais tu sais, c'est juste c'est par pas par manque de manque temps. d'intérêt. Non, c'est ça. On reste pas dans la même ville. On a plein de nouveaux jeux à essayer tout le temps. Il y a une couple de fois qu'on s'était dit, ok, là, on joue à Elder Scrolls, mais là, finalement, les plans ont changé parce que un de nous deux est tombé malade ou je sais pas quoi. Il me semble. En tout cas, de mémoire, on avait comme deux, trois fins de semaine qu'on s'était dit, on va faire ça, puis là, finalement, ça. C'est juste pas arrivé, mais tu sais, il me tente encore. Là, je l'avais mis dans mon top 10 quand on a fait nos top 10 dans le temps des fêtes. Fait que tu sais, c'est pas un jeu que j'ai joué beaucoup, mais que j'aimerais ça plus explorer, plus développer, mais c'est ça, j'ai juste pas eu le temps. Puis tu sais, oui, il se joue en solo, mais je trouvais que c'était comme beaucoup de bookkeeping, beaucoup de upkeep par rapport à ce que. Tu sais, au moins quand tu joues à deux, tu peux te splitter ça, puis je trouve que ça coule mieux. Fait que tu sais, j'aime mieux me le garder pour à deux joueurs. Puis, tu sais, quand que je suis en solo, ben là, je sors de quoi de peut-être un peu plus léger, puis un peu moins demandant. Ouais. Tu sais, ce qui est vraiment hot, je trouve, c'est qu'ils ont réussi à recréer, tu sais, l'espèce de sentiment de liberté de la série Elder Scrolls. Tu sais, c'est des jeux vidéo monde ouvert, RPG, où tu construis ton bonhomme de A à Z, là. Puis tu peux faire absolument n'importe quelle combinaison de classes puis d'habilités. Puis ils ont vraiment bien recréé ça dans Betrayal of the Second Era. Tu sais, tu t'en vas tu commences, tu choisis des skills qui t'intéressent, tu choisis ta race, tu choisis, je pense que c'est une classe de base. Mais là, après ça, tu progresses, tu débloques des skills, tu débloques des dés. Chaque skill a comme son set de dés différent, puis tu sais, tu choisis les dés que tu achètes. Puis je trouve vraiment que ça recrée l'esprit du jeu qui est tu crées ton héros, tu crées ton bonhomme comme tu veux. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Puis comme tu dis aussi, jouer tout seul, deux héros, je pense, avec ce niveau de liberté et de complexité-là, ça pourrait être un peu lourd, là. Tu sais, moi, je me verrais mal jouer deux bonhommes. Tu sais, je l'ai fait une fois, là, où est-ce que j'avais fait un scénario, puis j'avais repris ton bonhomme, puis j'avais pris le mien, puis j'étais comme ouais, je serais jamais capable de rejouer, tu sais, aussi bien le bonhomme de quelqu'un d'autre parce que, tu sais, il y a plein d'interactions entre les skills, les habilités, les dés. Puis, tu sais, quand tu le construis, tu les connais, tu les as tous spotés, tu as vu les combos que tu veux faire. Ben, c'est Puis peut-être là, moins deux épais bonhommes. si tu pars de rien puis tu montes les deux, là. Ouais, ouais. Mais moi, Mais. Mais ouais, non, je jouerais à un bonhomme, ça se fait aussi. Mais c'est ça, il y a quand même tu sais, beaucoup d'ennemis, beaucoup de upkeep en dehors que, tu sais, il y en a pas vraiment plus. Ben, tu sais, oui, il y a plus d'ennemis là, quand t'es deux, mais des fois, ils sont juste plus forts ou. Fait que, tu sais, le niveau de upkeep double pas, mais tu peux te splitter le travail à deux, là. Fait que ça. Overall, tu te concentres plus sur tes affaires puis moins sur tout le reste, là. ouais. Fait que c'était ça, deux jeux pas mal cool, à mon avis. Donc maintenant, on va jouer. On va jouer. Maintenant, on va jouer. J'aimerais ça jouer, mais non, on va parler encore. On va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, Hilo nous a envoyé une copie du jeu Les Secrets de Warden Keen, qui est sorti cette année, designé par Paolo Mori et Silvano Sorrentino. Dessiné par Florian Belmonte et publié par Bombix. Donc, merci à Hilo pour cette copie d'évaluation, cette copie presse. Puis le jeu Donc, les était secrets de Warden. présenté à la Quille en plus. Ben Parce- oui, ben oui. Fait que les secrets de Warden Kid, c'est un jeu de déduction avec une part narrative assez importante. Fait qu'on joue chaque jour. En fait, c'est un jeu co-op où on va devoir résoudre différentes énigmes. Ces énigmes-là, dans le fond, vont nous être données dans le carnet, le journal de Warden King, qui était le précédent tenancier du cimetière. Puis là, on est comme son remplaçant. Puis il nous a laissé son carnet de notes dans lequel il a mis des indices. En fait, des énigmes, des histoires qui sont arrivées dans la ville par le passé et dont les secrets sont révélés
à travers les tombes du cimetière. Fait que le jeu, en fait, c'est vraiment, tu as ton carnet, tu as un tapis sur lequel tu as les pierres tombales de toutes les gens décédés de la ville. Puis chaque petite énigme, dans le fond, va t'inciter à observer et à faire des liens à travers les pierres tombales. Il y a aussi certains objets accessoires qui peuvent t'aider lors de certaines énigmes, mais c'est principalement de la déduction puis de l'analyse que tu vas faire pour essayer de résoudre l'énigme. Ouais, c'est ça. Tu te bases, dans le fond, sur les noms des personnes, les années qui sont nées et ou décédées, puis leur épitaphe. Puis peut-être les décorations qu'il peut avoir ces pierres tombales, mais c'est tout. C'est une petite mise en situation de, comme tu disais, peut-être une page, une demi-page. Il va y avoir quelques petites snippets d'infos. Là. Tu sais, les premiers cas, ils vont te prendre plus par la main, puis ils vont te dire, ben, check la tombe de telle personne, puis essaye de trouver, mettons, qui l'a tué, ou genre, qui était son amant, ou ce genre de trucs-là. Mais là, plus ça va, plus, tu sais, ils font juste te lâcher lousse, puis c'est à toi, ah ouais, tu sais, comme, je me rappelle, il y avait tel nom, je l'avais vu, le 3 cas, mais là, il me semble qu'il devrait être plus pertinent pour celui-là, fait que là, t'essaies de te rappeler il était où, mais t'as quoi, t'as peut-être une quarantaine de pierres tombales, une quarantaine de personnages, peut-être un peu moins. Ouais, tu en as 36 parce que tu as 4 rangées, puis ils vont jusqu'à 9. Ok, ouais. Fait que Fait que c'est ça. Il y a vraiment pas grand-chose, pas de règles, ou presque pas. Puis, tu sais, au final, ils disent, tu sais, t'as un petit jeton de chandelle, faut que tu l'aies placé à la bonne place. Puis là, après, tu lis le raisonnement de Monsieur King, comment lui est arrivé à sa solution. Puis, tu sais, dans notre cas, moi, je l'ai fait avec Ariane, je pense que pas mal à chaque fois, on avait exactement le même raisonnement, on est arrivé à la bonne place. Là, il y a une fois, peut-être que on se disait, il me semble qu'on fait un genre de saut de logique, mais tu sais qu'on arrive à la conclusion, mais on n'est pas trop sûr du pourquoi puis du comment. Puis là, finalement, en lisant la solution, on a fait comme OK, ouais, il y a une affaire qu'on n'avait pas vue. Euh, mais tu sais, on était arrivé à la bonne conclusion pareil, puis on l'avait trouvé. Mais là, tu sais, comme si on avait vu cet indice-là, ben là, on aurait été vraiment plus confiant de notre raisonnement. Là. ouais, des fois, il y a des trucs qui sont un petit peu tirés par les cheveux. Faut vraiment être observateur sur certains aspects, là, tu sais. Il y a beaucoup de Tous les tout détails tout sont peut être un importants. indice. Ouais, vraiment. Puis moi, j'ai trouvé ça cool. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Moi, je l'ai fait avec Kat aussi, justement. Puis on l'a fait, je pense, on a ouvert le jeu 3 fois, puis on a passé au travers de toutes les énigmes. Tu sais, au début, c'est comme facile. Là, après ça, maintenant, on a comme catché que, ouais, là, faut faire vraiment attention à certains détails. Puis là, après ça, ça allait bien. Mais à un moment donné aussi, on a eu un peu le. Je suis pas sûr que c'est ça qu'il faut que je fasse, mais j'arrive à une réponse qui me satisfait, tu sais. Puis finalement, c'était comme ça. Mais tu sais, quand tu lis l'explication, tu sais, l'aspect narratif, tu sais, vient comme un peu patcher certains sauts de logique des fois. Ah, ben tu vois, moi, Mais tu sais, comme je disais, j'ai pas eu tant de sauts de logique que j'ai fait comme ah non, ça c'est. Tu sais, une couple de fois même qu'on s'est dit ah ok, c'est juste ça. Genre, tu sais, nous on cherchait de quoi de plus, puis comme non, non, c'était juste cette simplicité-là. Là. Puis tu sais, ils ouais. disent c'est 20 minutes par énigme, mais tu sais, nous, il y en a que ça nous a pris 5 minutes, il y en a qui ont été peut-être un peu plus que 20. Là. C'est assez variable, mais nous on l'a fait en 2 soirées, je pense. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Tu sais, c'est pas compliqué, c'est le fun. Ça rappelle les unlock, je trouve. Ouais, tu sais, Il y a pas. Même. Moi, j'ai peut-être plus Sherlock Holmes Détective Conseil, mais avec beaucoup moins de lecture. Ouais, ça pourrait être ça, ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment comme de la déduction. Puis moi, je l'ai trouvé un petit peu facile, mais il était le fun. Puis tu sais, le Ouais. matériel, super beau, là, les tombes, tu sais, c'est. Il y a un petit effet relief dessus. Tu sais, la Ouais, boîte est il paraît cool. bien. Le, le, Tu sais, le, le carnet, tu sais, c'est vraiment comme. Tu sais, c'est imprimé, mais ça a l'air d'être écrit à la main. Puis. ouais, il y a comme des enveloppes aussi qui sont comme. Qui attirent. Qui rend curieux tout le temps quand tu les regardes. Puis tu te dis, ah, j'ai hâte de savoir quand est-ce que je vais l'ouvrir. Tout ça.
Puis ça paraît bien sur la table. C'est intéressant. Puis ce que j'aime aussi, comme les Unlock, ben, tu sais, c'est un jeu de déduction, un jeu d'énigmes où il y a pas de destruction de matériel. Fait Non, qu'après ça aussi, c'est facile de juste se le prêter puis ou le le passer revendre au ou suivant passer au après. suivant, ouais, le donner en cadeau, tu sais. Non, une belle boîte, vraiment. Merci encore à Hilo pour ça. Puis, ben, si vous venez aux événements où on fait de l'animation, ben, il risque d'être dans les prix de présence la prochaine fois. À ce temps qu'on l'a fait tous les Oh deux, oui. tu sais, on va pas le refaire, là. Non, non, c'est ça, je pense que oui, en effet, on donc c'était Les Secrets de Warden Key. Puis moi, Puis un... maintenant Sam ouais, j'ai ça, j'allais dire. Puis là Sam, toi tu vas nous parler du jeu qu'on aurait pu mettre en duel contre 20 Strong. Il y a si on avait fait un jeu solo de Chip Theory. Ouais, puis qu'il aurait battu haut la main, selon moi, pour, euh, pour vendre les punchs tout de suite. C'est un bold statement, ça, je trouve ça, assez, Je sais pas, je j'ai pas regarde ess tes votes pour les listes du dernier épisode, puis c'est peut-être pas si bold que ça, là. ouais, bon, va falloir que je demande à Bruno combien de personnes il a payé pour avoir tous ces votes-là. Puis, Jean-Louis, je te surveille. Puis moi, je t'apprécie. Mais bon, ça pour parler de Dragons of Etchinstone, qui était aussi dans les jeux présentés à la Kige. Ça a été designé par Joe Klipfel, publié, comme tu as dit, par Chip Theory Games, mais avant, c'était un jeu print and play. Puis le designer, en fait, c'est lui qui a fait aussi Gloomhaven, Buttons and Bugs. Puis plein d'autres jeux où, ce que dans le fond, son approche, c'est vraiment minimaliste. Là. Il se limite à genre une vingtaine de cartes. Puis il essaie de comme recréer des plus gros jeux. Là. Je pense qu'il a fait quelque chose qui ressemble à Imperium, là, légende classique Horizon, là, les gros jeux de deck building là, de David Turtsey et Nigel Buckle. Mais bref, c'est ça. Il nous prend des gros jeux, puis il essaie de nous faire une version minimaliste, 18 cartes, 20 cartes de ces jeux-là. Mais c'est des jeux qui sont très crunchy, très denses. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur les cartes. Là. Dans Dragons of Etchinstone, là, chaque carte, il y a comme son recto-verso, puis tu peux les flipper là, en haut ou en bas, puis c'est comme 4 niveaux d'une même carte, si on veut. Thématiquement, là, on a des mages qui se promènent dans un espèce de monde de fantasy très très générique, là, puis on va comme se promener jusqu'à temps qu'on soit assez fort pour aller se battre contre un dragon. Comment ça marche dans le jeu, c'est qu'on va piger nos cartes de sorts qui vont commencer au niveau 1, là, selon le niveau de difficulté, on va peut-être pouvoir en upgrader quelques-unes. Là. Je pense qu'au niveau le plus facile, on peut en upgrader 4 sur les 18 ou 16 au niveau 2. Puis dans le fond, les cartes, ils vont avoir comme beaucoup, beaucoup de chiffres dessus, puis un élément. Puis la façon que ça fonctionne, c'est qu'on choisit une carte qui va être notre sort, une carte qui va être l'élément qui va venir l'infuser, puis une carte qui va être notre boost. Fait que là, toutes les cartes vont avoir différentes valeurs d'initiative, d'attaque ou de mouvement quand on l'utilise comme sort. Vont être associés à un élément. Fait que là, si ma carte elle a besoin d'être infusée par une carte bleue, ben faut que je mette une carte bleue comme élément pour avoir son effet plus fort. Puis après ça, je peux utiliser la valeur de boost de l'autre carte à côté. Selon certaines conditions, il va peut-être avoir des petits bonus de plus, des considérations de plus. Mais au final, c'est que c'est ça. T'as toujours une main de 4 cartes, puis t'en choisis 3 qui vont servir à quelque chose. Puis t'as l'option si, mettons, t'as aucune des cartes qui a l'élément que t'as besoin pour booster le sort que tu veux jouer. Mais tu peux toujours utiliser 2 cartes pour, comme les... T'en brûles une, dans le fond. Tu brûles les deux pour que ce soit l'élément de ton choix. Mais ça fait que ton deck, il passe plus vite. Puis dans le fond, à toutes les fois que tu passes au travers de ton deck, c'est comme ça que tu progresses dans le jeu. Puis à un moment donné, t'as assez progressé que là, t'arrives au boss final, puis tu dois te battre contre lui. Puis
faut que tu sois assez fort pour être capable de le battre. Fait que là, plus t'as fait de encounter, plus t'as eu de chances potentielles d'upgrader tes cartes. Parce que là, selon la carte qui est la première sur ta pioche, il va y avoir un autre chiffre que tu vas regarder qui va te dire comme lequel des ennemis ou des régions dans lesquelles tu vas rencontrer un obstacle dans ton périple, là, dans le fond. Fait que, tu sais, comme sur chaque carte, ça va dire, ok, ben, ce tour-ci, tu vas te battre contre un ennemi ou tu vas euh, faire face à un obstacle. Puis là, c'est chaque carte qui détermine c'est quoi ces affaires-là. Il y a comme 4 options dessus. Fait que ça va être 1, 2, 3 ou 4. Fait que là, ok, obstacle numéro 4 ou ennemi numéro 2. Je regarde c'est lequel. Encore une fois, des cartes super denses avec plein d'infos dessus, tu sais, qui va te dire la force de l'ennemi, c'est quoi son initiative, comment il attaque, c'est quoi les effets spéciaux qu'il peut avoir. Là. Un peu comme dans Too Many Bones, t'as comme des mots-clés qui se rajoutent dessus, puis ta petite carte d'aide de jeu qui dit ah ouais, celle-là, c'est si tu bats pas son initiative, ben, il te fait 2 de plus de dommages ou tout plein de petits modificateurs qui peuvent se rajouter pour te donner plus de défis. Puis l'idée c'est ça, c'est que si tu le bats vraiment fort, ben là tu vas avoir le maximum d'upgrade avec le minimum de pénalité. Si tu le bats pas d'un certain seuil, ben que t'es quand même proche, ben tu vas peut-être quand même upgrader un petit peu, mais tu vas te prendre un petit peu de dommages. Mais là, quand tu prends des dommages, faut que tes cartes ont une valeur de défense aussi. Fait que là, si ma carte a un shield de 3, ben là, si l'ennemi me fait comme 5 de dommages, ben ma carte de 3, je peux l'utiliser pour en bloquer 3. Mais ça fait qu'elle va être downgradée. Fait que c'était level 3, redevient level 2, mettons. Là, il faut que j'en prenne une autre pour soaker le restant des dommages. Puis s'il y a de l'extra, ben, too bad. Je perds je downgrade ma carte quand même. Mais tu sais, des petites twists de comme certains ennemis font des attaques de certains éléments. Fait que là, si ta carte est de cet élément-là, ben là, elle bloque plus de dégâts. Puis tu vois le genre, là? Ouais, il y a plein de. Il y a un gros niveau de complexité, faut suivre les trucs, mais tu sais, tu peux. Ça va dans les deux sens, là, tu sais. Ben, c'est Si pas. tu réussis à bien maîtriser le truc, tu peux maximiser tes dégâts, puis. Ouais. Mais je dirais pas que c'est complexe, c'est juste comme crunchy puis dense, là. Tu sais, chaque carte, il y a vraiment beaucoup d'infos dessus. Mais tu sais, au final, j'ai trouvé que ce qui manquait, c'était comme des choix intéressants parce que, tu sais, j'ai juste une main de 4 cartes, puis, tu sais, souvent, il y en a comme peut-être juste une ou deux qui vont être vraiment un potentiel de sort. Fait que là, après ça, j'ai-tu l'élément pour l'infuser pour que ce soit plus fort? Oui, ben, tu sais, je me pose pas de questions, puis c'est cette carte-là que je me sers pour infuser, tu sais, c'est plus genre. Tu sais, les choix les plus intéressants, c'est plus comme laquelle que je vais upgrader. Hein. Mais encore là, souvent, si t'en as juste une que tu peux. Parce que là, les cartes, ils ont. Dans le fond, quand tu bats un ennemi, ça va te dire combien de points d'upgrade que t'as, mais chaque carte a comme un coût différent. Fait que tu sais, souvent, j'y allais avec le. Comme la règle de pouce que ma carte qui coûte le plus cher, c'est elle que je vais upgrader en premier parce que ça doit être elle qui est la meilleure. Fait que, tu sais, ça doit être elle que c'est le plus payant, mais. C'était-tu vraiment la meilleure stratégie? Je sais pas, mais comme. Sinon, je peux passer ta soirée à regarder. Je regardais pas genre ok ouais, elle quand je l'upgrade, c'est quoi exactement qui upgrade? C'est-tu l'initiative? C'est-tu la valeur de combat? C'est-tu tout ça? De un ou 2 ou 3 je sais pas là. C'est elle qui coûte le plus cher, c'est elle que je vais upgrader ou celle-là je la garde pour le prochain tour. Fait que tu sais, je vais l'upgrader, je vais pouvoir l'utiliser tout de suite. Versus l'autre qui retourne dans ma défausse qui va revenir plus tard. T'sais. Fait que tu sais, je me posais pas beaucoup de questions, puis tu sais, ça marchait quand même pas pire, mais tu sais, le jeu est quand même difficile, là, j'ai joué plusieurs parties, je les ai pas toutes gagnées. Le jeu, tu sais, moi j'avais Kickstarter, tu sais, il y avait quelques extensions qui venaient avec, là, il y en a une qui, c'est comme, tu peux avoir un autre mage, fait que là, il y a comme 4 cartes de sort que tu remplaces par certaines cartes bien précises. Euh, je n'ai essayé un, j'ai pas trouvé que ça a comme changé la game tant que ça. Là. J'avais 4 cartes qui étaient différentes. Mais tu sais, je connais pas beaucoup les cartes, fait que peut-être que tu sais, si t'es vraiment deep dans la stratégie, tu vas dire ah ouais, là, celui-là, il est vraiment hot parce que tu sais, il rajoute tel effet ou il t'enlève telle carte qui est pas tant bonne que ça finalement. Tu sais,
J'ai pas évalué ça. J'ai pas trouvé ça inintéressant. Tu sais, je trouve ça cool de les avoir. Peut-être que je vais en essayer d'autres aussi. L'autre extension, je trouvais qui était plus cool, ça vire ça comme plus en espèce de tower defense. Fait que là, tu piges plus de cartes à chaque tour. T'as comme. Tu peux. Il faut que tu fasses comme deux sets de 3, mais tu peux pas les faire au complet, les deux. Fait que là, je trouvais qu'il y avait un petit peu plus de décision de genre, ok, quelle carte que j'utilise, quel. Tu sais, dans le fond, plutôt qu'avoir un obstacle ou un combat, t'as les deux à chaque tour. Mais t'as comme deux sets de cartes à faire pour. Puis c'est à toi à choisir comme, comment tu le fais. Puis c'est comme ça que ça marche contre le dragon aussi à la fin du jeu de base. Là. T'as comme un gros obstacle, faut que tu te fasses deux mains de cartes. Tu t'en piges 7, puis tu fais deux sets de 3 dans le fond. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était comme plus intéressant parce que là, j'avais un peu plus de choix de comme. C'est moins évident, genre, ok, ouais, faut absolument que je prenne cette carte-là, faut absolument que je l'infuse avec cet élément-là. Au final, tu sais, ça. Il y a un peu plus de comme, ah, ok, ouais, je préfère telle affaire, mais là, ça me. Tu sais, si je fais ça, ça me barre à telle place. Fait que là, à la place, je vais essayer de switcher ces deux cartes. Tu sais, je trouvais que ça, c'était la partie intéressante du jeu. Puis, tu sais, c'était des choix qui étaient peut-être moins évidents. Mais, tu sais, somme toute, j'ai aimé ça. Assez pour le rejouer comme 3-4 fois dans la même semaine. Puis, tu sais, je me verrais bien y rejouer. Euh, Parce que, tu sais, oui, même si c'est pas des super grosses décisions à chaque fois, un coup que tu l'as pris en main, le jeu il va quand même assez vite. Tu piges tes 4 cartes, tes places, tu comptes, tu prends ton bonus, tu regardes, ah, ok, ouais, c'est vrai, tel effet, ça veut dire ça. Fait que tu sais, ça roule quand même bien, là, puis tu sais, ça reste que ça prend pas beaucoup de place. Les autres, ils claiment que t'es capable de jouer juste dans tes mains, que t'as pas besoin de table, là, mais en tout cas, faut que tu aies des plus grosses mains et ou que tu sois plus habile avec tes doigts que moi, là, parce que moi, je mettais mes cartes à la table, puis parce que sinon, j'y arrivais pas, là. C'est ça. Ou d'avoir quelqu'un qui tient les cartes pour toi aussi, ça peut peut-être aider pour le jouer juste dans les mains. Sauf que cette personne-là fait pas grand-chose. Fait que c'est un peu comme jouer à n'importe quel coop avec toi, finalement. Oh my god! C'était quand même désagréable. Quand même pas mal. Je suis pas si mauvais en coop. Bon, ben en tout cas, je pense que ça commence bien les hostilités parce que là, on va pouvoir commencer à s'ostiner un peu pour lancer cette série de duels-là pour les jeux qu'on a vus à la Quige. Fait que tu sais, on va tout de suite dire, c'est pas des jeux auxquels on a tous joué. Là. Tu sais, il y en a quelques-uns qu'on a pu vraiment essayer puis prendre en main. Mais il y en a plusieurs que ben, tu sais, on a pu nous l'expliquer, on a pu comprendre un peu comment ça marche, mais on n'a pas pu non plus toutes les essayer. C'est Non, pour ça qu'on va non, aussi on rester. n'a pas joué, là. On tient à le dire, là. On n'a pas joué à ces Ben, jeux. On veut pas faire de mon pre- controverses. C'est pas des reviews. ouais, mais attends. Le premier que je vais décrire, on y a joué. Bon, on n'a pas joué une partie au complet. Hein. On a fait comme un round. Non, fait 3 rounds. Puis, premier jeu, fait que premier petit duel, on va y aller avec jeu de party. Fait que des jeux qui sont simples, nono et dont le but est surtout de rire et d'avoir du plaisir. Fait que moi, je vais vous présenter le jeu Jusqu'à 20. Ça a été, en fait, le titre en anglais, c'est Bis 20. Puis ça a été publié par Dry Magier Spiel. Fait que le jeu est simple. C'est un jeu qui peut être compétitif ou coopératif, où l'objectif, c'est de compter jusqu'à 20. C'est tout. Non, il y a quand même une twist. En fait, c'est que le but, c'est vraiment de compter jusqu'à 20. Fait que, chaque personne dit son chiffre. Mais à mesure que la partie avance, on ajoute comme des règles ou des petites switches, des petites twists. Fait que, au lieu de dire 3, il faut que tu dises 20. Ou au lieu de dire 2, il faut que tu dises bleu. Puis à chaque round que tu réussis à te rendre jusqu'à 20, ben, en fait, tu rajoutes un défi supplémentaire. Tu peux jouer en mode compétitif où tout le monde a comme un nombre de vies, fait que c'est le nombre de fois où tu as le droit de te tromper. Parce que toutes les règles qui sont débloquées, mais dans le fond, il faut tout le temps les faire. Mais t'es vois Fait qu'à plus. mesure, Tu vois juste la mais t'es vois dernière qui a plus. été ajoutée. C'est ça. Fait que là, tu sais, le monde commence à compter, puis ça finit que, tu sais, il faut que tu clapes dans tes mains, faut que tu dessines le chiffre sur la table, faut que tu fasses un bruit de coq, faut que tu faut que tu sautes sur place. Tu sais, il y a plein de niaiseries de même, au lieu de dire le chiffre.
Mais tu sais, ça sera jamais tu vas pas être tout le temps à dire le même chiffre. Fait que tu sais, faut que tu connaisses un peu toutes les règles parce qu'à force de tourner, ben, tu sais, tu vas être confronté à toutes les règles. Puis tu peux jouer en mode compétitif où à chaque fois que tu te trompes, ben, tu perds une vie, puis le but, c'est d'être le dernier qui survit à la fin. Tu peux jouer en mode coopératif où là, ben, le but, c'est de réussir à le faire un certain nombre de fois. Fait que c'est un jeu bien niaiseux, tu sais, je l'explique de même, ça a pas l'air si drôle que ça, mais au final, quand on l'a essayé, c'était quand même tata. Tu sais, comme ça dit en plus, première règle qui a été dit, j'ai La figé, j'ai première buggé. affaire qu'elle dit, c'est le, au lieu de 1 et 12 sont inversés. Fait que quand c'est 1, tu dois dire 12. Quand c'est 12, tu dois dire 1. Fait que là, elle commence, elle dit 12. Puis Vincent il est comme 1. J'ai été j'ai j'ai été complètement figé. Genre, j'étais comme pris par surprise, OK, à ma défense, ça faisait comme plusieurs jeux qu'on voyait, puis là, la journée avançait, puis là, j'étais comme: «Oh, trop Ouais, d'infos, j'étais ouais. pas prêt». Fait que c'est ça. Fait que c'est bien drôle à jouer à plusieurs, ça se joue quand même rapidement, puis tu sais, j'allais dire à la limite, tu joues jusqu'à temps que tu es écœuré, Mais mais je c'est, pense que si t'enchaînes les games, ça va devenir vraiment plus tough parce que là, tu vas te rappeler des règles de la première game qui s'appliquent plus à la deuxième, puis ça va être l'enfer, là. ah regarde, c'est sûr, là, parce que tu sais, tu finis par comme tu sais, les premières règles qui vont venir souvent, tu sais, tu vas vraiment comme les imbriquer dans ta mémoire, mais à un moment donné, c'est ça, si tu joues 2 games, ben, les règles que tu as vraiment comme c'est rendu quasiment un réflexe, là, quand tu vas compter, mais là, ils vont comme être transposés dans l'autre, puis tu vas te mêler, puis ça va être drôle, puis tout le monde va rire. Fait que c'est juste ça. Mais ça a l'air bien con et bien drôle, puis tu sais, même c'est ça, on a joué 3 rounds, puis on a déjà eu du fun juste à faire ça. Ouais. Moi, de mon côté, je vais vous parler de Speed Colors, qui était sorti en 2017, mais que Locomuse nous amène en version française cette année. Designé par Erwan Morin, publié originalement par Lifestyle Board Games, mais c'est ça, localisé par Locomuse ici. C'est un jeu avec des petits dessins bien simples. Puis dans le fond, les cartes sont comme recto verso. D'un côté, on a comme juste les silhouettes, si on veut, juste le traçage en noir de l'image. De l'autre côté, on a l'image qui est colorée avec 5 ou 6 couleurs différentes. Tu sais, les images, c'est comme un bouquet de fleurs ou une tortue, puis tu sais, comme un pirate, une fusée, whatever. Fait que là, en début de round, on paye chacun une carte. On a un certain temps qu'on peut la regarder du côté coloré, puis après ça, on la flippe, puis on doit se rappeler quelle section était de quelle couleur, puis il y a les 5 ou 6 marqueurs au milieu de la table, puis là, c'est comme, on peut juste en prendre un à la fois. Tout le monde en même temps, on essaie d'aller les ramasser, colorier nos affaires, être celui qui arrive le plus rapidement. Puis tu sais, c'est un jeu qu'on peut jouer avec les enfants, puis tout ça, mais que j'ai l'impression que si tu te mets avec une gang d'adultes compétitifs, ça peut vraiment devenir drôle. Surtout que il y a comme des modes de jeu un peu plus avancés où ce que là, entre chaque ronde, les gens vont comme aller switcher les bouchons des crayons de couleur. Fait que là, le bouchon bleu est rendu sur le crayon rouge et vice-versa. Fait que tu sais, faut que tu te rappelles qu'est-ce qui est inversé, qu'est-ce qui est quoi maintenant. Que là, tu prends un crayon, tu commences à colorer, tu dis, ah fuck, finalement, c'était pas le bon, pis tout ça. Puis ça va être très chaotique, très drôle, je pense. Puis je me verrais bien sortir ça en fin de soirée, là, juste pour décompresser ou attendre qu'une autre table finisse là, quand t'es dans un groupe plus grand, là, puis que t'attends ton livre, peut-être. Là. Mais je vois facilement comment que ça peut dégénérer, puis Avec des adultes, pour un jeu qui est destiné aux enfants. ben, n'importe quel jeu pour enfants que tu prends beaucoup trop au sérieux comme adulte, ça peut être drôle. Ouais. Faut que Non, c'est vrai. faut pas que tu te prennes toi au sérieux, mais le jeu, tu le prends au sérieux. Ouais. Puis là, Quand on tu a te du mets fun. à prendre ça plus personnel, tu sais, puis tout ça, là, ça peut être vraiment ça peut être drôle. Fait que ça, c'était notre OK. mini-duel party. N'oubliez pas de... Jusqu'à 20. Ou Speed Colors. Prochain duel, jeu désagréable. Fait que c'est pas un jeu qui est désagréable comme tel, mais c'est un jeu dans lequel tu peux être très désagréable. Et moi, je me suis intéressé au jeu MAD,
qui est Manipulation, Alliance et Duperie, qui est en fait un jeu de. Tout le monde a des alliances cachées. T'es comme sur une île déserte, puis il y a plusieurs personnages, puis il faut que tu fasses gagner certains personnages en jouant des cartes qui ont des valeurs. Tu as des cartes avec des valeurs positives, des cartes avec des valeurs négatives, tu as des cartes empoisonnées, des cartes potions pour en sauver d'autres. Puis tu as une série de 3 personnages, dans le fond, que tu veux qu'ils gagnent. Puis l'affaire, c'est que chacun des autres joueurs a aussi 3 personnages, mais tu as un overlap avec les autres sur ta carte de 3 personnages. Fait que là, il faut que tu Un peu comme décides. dans Double, là. Fait que chaque carte a comme un overlap avec une autre carte. Mais pas plus que C'est un. ça. Ouais. Fait que tu sais, ça veut dire que tu sais, quelqu'un qui est ton ami dans une certaine situation devient aussi ton pire ennemi dans une autre, parce que tu veux que tes personnes aient le plus de points. Fait que tu vas jouer des cartes face cachée, face ouverte, sur les différents personnages de l'île. Mais à certains moments, tu as des pouvoirs qui vont comme te permettre de soit en tuer, soit en sauver. Tu peux aussi demander à des joueurs, des fois, de jouer des cartes particulières à certains endroits. En fait, c'est que C'est là tu où que. donnes la carte à l'autre, puis là, tu lui proposes une place. Si la personne est d'accord, elle la met face cachée, puis il y a juste vous deux qui savez c'est quoi c'est la carte qui vient d'être jouée là. Ou tu peux choisir que non, moi c'est pas vrai que je vais aller mettre le plus 4 au bonhomme qui t'aide juste toi, puis Vince, ben je vais la flipper puis je vais la mettre ailleurs. Ouais. Fait que c'est là où tu peux être désagréable parce que tu fais confiance à quelqu'un qui finalement fait pas ce que tu te demandes de faire. Puis, vu que tout le monde a comme des trucs un peu en commun avec quelqu'un, ben vu que tout le monde partage certains trucs en commun, ben, ça fait que même si quelqu'un t'a backstabé un coup, des fois tu vas quand même vouloir lui refaire confiance ou quand même l'aider sur certaines cartes parce que ça t'avantage toi aussi. Fait que ça fait un espèce de melting pot d'alliance un peu. Des alliances forcées mais pas solides, là. Ouais. Rond au backstab. Donc, Puis c'est aussi le Comus qui nous apporte ça d'ailleurs. oui, ça a été designé par Thomas Dagenet L'Espérance. Moi, de mon côté, pour jeu désagréable, je vais y aller avec Archipel, qui a été designé par Alexandre Droit et Yannick Gobert, et publié par Tiki Édition, puis distribué ici par Pierre Belvedere. C'est un jeu désagréable, oui, mais c'est un jeu de placement de tuiles, puis avec du set collecting, mais la twist, c'est que dans le fond, on a comme un display de tuiles qui est une espèce de grille carrée. Puis dans le fond, pour aller choisir la tuile qu'on veut, on va comme mettre une pagaie par-dessus. Là. Il y a comme un espèce de board en 3D. Puis on rajoute les pagaies au-dessus de la rangée ou de la colonne de la tuile qu'on veut. Et dans le fond, ça va comme barrer tout ce qui est en dessous de la pagaie pour les autres joueurs. Puis là, tout le monde va comme faire ses choix comme ça. On va rajouter des pagaies. Puis à chaque round, il va y avoir comme un joueur qui, à la fin du tour, va pouvoir avoir un choix parmi les tuiles qui restent qui va venir influencer la valeur des tuiles de tout le monde au final. Parce que sur chaque tuile, il va y avoir comme. C'est soit des plages, soit de l'eau, mais il va aussi avoir comme des petits éléments de set collecting dessus, là, que ce soit des poissons, des crabes, des fleurs ou whatever. Fait que, bref, la valeur de de toutes les choses qu'on peut collecter dans le fond va être déterminée par les choix des autres joueurs pendant la partie, puis elle va évoluer pendant la partie, c'est pas fixe. Fait que c'est pour ça que c'est dans la catégorie désagréable, parce que tu peux aller comme booster les affaires qui sont juste bonnes pour toi, ou vraiment tanker la valeur de... Si tu vois qu'il y a 2 ou 3 autres joueurs qui sont investis fort dans les pieuvres, par exemple, ben tu peux t'arranger pour que ça vale pas beaucoup de points en fin de partie. tu peux aussi, justement, vu que tu mets les rames, tu peux bloquer l'accès à des tuiles qui peuvent intéresser d'autres joueurs parce que s'il y a la rame par-dessus, ils peuvent pas la prendre. Fait que tu peux vraiment dire, bah ouais, toi, tu as l'air intéressé à accumuler ça. Ben non, je vais aller prendre telle tuile. Tu pourras pas prendre la pieuvre, admettons. Fait que c'est ça, c'est super simple, très interactif. Ça peut être méchant, mais tu sais, comme sans. Tu vas pas enlever les tuiles que les autres ont déjà placées. Là. Tu défais pas ce qui a déjà été fait. Tu fais juste comme
bloquer des opportunités futures. Là. Puis c'est ça, ça a l'air de se jouer quand même assez vite. Pas trop compliqué, mais un bon niveau de stratégie quand même. Puis beaucoup d'interactions. Fait que ça, c'est dans ma wheelhouse, comme on dit. Ma maison à roues. Ouais. Souvent, on va dire dans mon allée. Bon, fait que ça, Mais c'était ouais. notre mini-duel numéro 2, jeu où on peut être désagréable. Fait que allez-vous être Team Sam avec Archipel. Ou vous allez être Team Vids avec Mad. Fait que prochain duel, c'est jeu filler. Fait qu'un petit jeu que tu peux jouer avant, après un autre jeu, puis qui prend pas trop de temps. Fait que de mon côté, je vais défendre le jeu. J'avais choisi Medievalon. C'est un jeu qui a été designé et dessiné par Cohen Balkenstein et édité par chez Guy Magic en français. Dans Medievalon, en fait, c'est un jeu où on Puis va avoir une main. distribué par Randolph ici au Québec. Oui, distribué par Randolph. Merci, Sam. Puis dans le fond, c'est un jeu où on a une main de carte. Puis l'objectif, ça va être d'assembler 3 guildes. Assembler une guilde, dans le fond, c'est de jouer 3 cartes de la même faction. Puis il y a comme une douzaine de factions dans le jeu. Mais tu sais, dans ta main, tu n'auras pas nécessairement ces 3 cartes-là. Fait que tu peux aussi jouer une carte toute seule pour pouvoir effectuer son pouvoir. Fait que les pouvoirs, ça peut aller de tu vas tuer une carte d'un autre joueur. Ça peut même péter sa guilde parce que si tu as des cartes devant toi qui ont pas une guilde complète de 3, ben c'est plus une guilde, ça compte plus dans les points. Tu peux voler des cartes aux autres, tu peux demander des cartes aux autres, tu peux piocher des cartes. Chaque carte, il y a vraiment plusieurs effets. En fait, il y a autant d'effets que de cartes de guildes différentes. Fait que tu as plusieurs stratégies possibles parce que tu veux-tu jouer ta carte pour son effet, ou tu dis, ah, elle fait partie déjà d'un combo qui est pas pire, puis je pourrais comme tout de suite faire ma guilde. Tu peux aussi, de façon défensive, ajouter des cartes à une guilde que tu as déjà pour pouvoir comme, éviter de perdre ta guilde si elle se fait tuer ou si tu te fais voler tes cartes. Fait que, tu sais, c'est un jeu qui m'apparaît quand même assez facile à jouer, tu sais, puis rapide aussi, vu que c'est ça, les règles sont pas compliquées. Puis quand même pas mal d'interactions entre les joueurs parce que tu peux vraiment voler, tuer, puis demander des cartes à tout le monde. Les dessins sur les cartes sont assez intéressants. Là, ça. Le gars, il disait que il faisait de l'animation. Dans le fond, il y avait de l'animation comme pour faire des cartoons. Puis il s'est fait plein, plein, plein de petits bonhommes. Puis à un moment donné, il s'est fait ah ben, on pourrait en faire un jeu. Puis il a fait ça, puis ça rend bien. Là, ça a un look quand même intéressant. Ouais, un petit look un peu rétro. Ouais, c'est comme vieux livre pour enfants. Mhm. En fait, c'est quoi ces petits loups? Ça me fait penser un peu à, c'est ça, à Petit Loup. Tu sais, ceux qui ont des enfants, peut-être, ils vont Ouais, connaître. ouais, je vois le parallèle. Fait que c'était Médiévalon. Puis parlant de jeu avec un look cartoon un peu rétro, distribué par le Randolph et qui est un filler, moi je vais vous présenter le jeu Miams, designé par Jules Messot, publié par Kif Édition et Mandou Games, mais là c'est Randolph qui nous l'amène ici au Québec. Ils nous l'ont présenté comme un pseudo-Yadzi roguelite ou roguelike, là, je sais jamais lequel qui est lequel, là, mais bref, c'est que tu vas avoir tes. Même principe qu'il a dit, tu brasses tes 5D, tu essaies de faire des combos, là, des triples, des quadruples, des full house, avec les différents symboles qu'il y a sur les dés qui sont comme des espèces de fruits anthropomorphiques. Mais ce que je trouvais qui avait l'air vraiment cool, c'est que plus la partie avance, plus tu t'achètes des cartes qui vont se mettre à combotter, puis à combotter, puis à combotter, puis à faire comme des effets de plus en plus cassés si tu achètes les bonnes cartes qui synergisent bien ensemble. C'est un peu ça le côté plus roguelike. Là. Fait qu'à après chacun de tes jets, dépendant de comment t'as roulé, ben, tu vas avoir un certain nombre de points, mais aussi un certain nombre de ressources d'achat pour comme améliorer, avoir les meilleurs choix de cartes, puis améliorer ton engin, puis comme essayer de briser le jeu avant qu'il finisse, là. Fait que c'est ça, tu sais, on n'est pas allé dans les détails des règles, puis qu'est-ce que les cartes font exactement, là, mais tu sais, je vois le potentiel, puis le
le visuel du jeu m'a un peu tapé dans l'œil, là, fait que je vais être bien curieux d'essayer ça, là. Un genre de Dice Throne light, là. Parce qu'au final, Dice Throne, c'est un peu ça aussi, là, du Yadzi, mais avec des combos puis des effets avec des combinaisons, là. C'est un peu réducteur, mais oui. C'était notre jeu filler. Fait que Team Sam avec Miams. Team Vince avec Medievalon. Prochain petit duel, c'est l'avant-dernier. Jeu de cartes. Fait que de mon côté, moi, je vais présenter Misfit Heroes, designé par Phil Walker Harding, Matt Owen et publié par AEG, qui va être aussi disponible via le Randolph. Fait que là, je dis designé par Phil Walker Harding, mais c'est aussi designé par vous, propriétaire du jeu. Parce qu'en fait, c'est un jeu où c'est un jeu de cartes, où les cartes, c'est toi qui les fais. Dans le sens où le jeu vient avec un paquet de sleeves, puis il va falloir sleever chacune des cartes qui va leur ajouter deux effets. C'est comme un personnage, puis un genre d'adjectif qui va avec. Fait que, tu sais, tu peux avoir des choses comme un chasseur au trésor riche Ben, jusque-là, c'est logique, là. ou un game designer génial. Fait que, tu sais, mais tu peux avoir là, j'ai juste trouvé des belles comparaisons, mais tu peux avoir des trucs aussi peu glorieux. L'idée, dans le fond, c'est que chacune de ces affaires-là va donner un effet. Fait que, tu sais, souvent, ça va être soit une condition ou un bonus en fin de game ou un truc qui se déclenche dès que tu joues la carte. Puis tu vas avoir comme une récompense en dessous. Puis chacun de ces deux effets-là a comme une valeur en argent pour pouvoir la jouer. Fait qu'au début de ton jeu, tu as ton jeu, tu sleeves toutes tes cartes, ça fait plein de combinaisons plus ou moins cassées de cartes. Puis après ça, le jeu, c'est un tableau builder avec du set collection. Fait que à chaque fois que tu vas jouer ta carte dans ton tableau, il faut que tu payes le coût que ça coûte. Puis après ça, tu vas exécuter l'effet de la carte. Si tu respectes la condition, tu fais le truc. Il y en a que c'est juste si tu la mets, tu vas gagner la récompense, puis ainsi de suite. Fait que tu sais, tu vas construire ton tableau, puis tu vas récolter des points. Si tu récoltes certaines ressources, ben, tu vas pouvoir acheter des tuiles de points. Fait que là, déjà là, dès que tu joues à ce jeu-là, ton jeu il est un peu unique parce que tu n'auras pas les mêmes combinaisons de cartes que n'importe qui. Puis à la fin de la partie, souvent ce qui est drôle à faire, c'est de dire OK, ben les cartes, on va resleever une partie des cartes pour changer un peu le jeu. Fait que tu as un peu la liberté de faire évoluer ton jeu de cartes un peu là où tu veux, soit en faisant toi-même tes combinaisons de cartes parce que tu as le goût de faire des effets brisés, ou tu es tout le temps en train de les rebasser d'une fois à l'autre. Fait que je trouvais ça cool comme concept parce que c'est un jeu où justement tu peux refaire la méta carrément parce que tu vas faire des cartes qui vont être plus ou moins brisées. Tu sais, ça te permet de l'ajuster. Là, c'est drôle parce que, tu sais, j'y repensais et je me disais, tu sais, soit c'est un design qui est quand même intelligent, soit c'est un peu une paresse parce que tu laisses la job de balancer toutes les cartes aux joueurs qui ont le jeu. Fait que comme ça, tu te dédouanes. Le jeu n'est pas balancé, c'est de ta faute. T'as mal slivé tes cartes, le gars. Fait que Ouais. je trouvais ça intéressant comme concept. Ben, tu sais, le concept de card crafting, ça fait quand même une couple d'années que ça roule, là. John D. Clare a fait plein de jeux, là, un peu comme ça, mais d'habitude, c'est comme, c'est pendant la partie, tu vas comme modifier ta carte en rajoutant tes sleeves pis des modificateurs, là. C'est comme, toutes les modifications se font plus comme entre les parties, puis ta game, tu vas un peu vivre les conséquences de ça, là. C'est ça. Fait que, tu sais, j'imagine qu'à un moment donné, les gens vont dire, ben, tu sais, t'as des cartes cassées que tu peux comme, éviter ou pas. Mais je trouvais ça intéressant comme concept. Moi, de mon côté, je vais y aller avec une valeur sûre. Que toute ton affaire, à toutes les fois, ça va être de quoi de différent, puis comme tu dis, là, c'est genre, ça sera sûrement pas balancé, mais c'est de ta faute. Ben, moi, je vais y aller avec de quoi de plus. Parce que c'est toi qui décides comment tu bâtis tes affaires, parce que je vais y aller avec Tag Team Archer's Legacy, qui est comme l'expanseur du jeu Tag Team qui était sorti l'année dernière. C'est designé par Grisha Germain, Corentin Lebras, Florian Siriex et Benoît Turpin, publié par Scorpion Masqué et évidemment distribué par le Randolph ici. Tag Team, j'avais adoré l'année passée. Je pense que c'est ça que j'avais pris comme mon jeu préféré
duel de l'année là, dans la vidéo de Marion, de Je vous explique les règles, là, qui avait invité moi et d'autres créateurs de contenu là, à nous donner notre top des jeux de duel de l'année dernière. C'est un jeu que j'ai joué beaucoup sur BGA. Donc, c'est un auto-battler, deck builder. Tu choisis deux combattants. Tu mélanges toutes leurs cartes ensemble. Puis là, à chaque tour, tu vas rajouter une carte à ton deck, mais qui va toujours se résoudre dans le même ordre. Fait que la seule chose que tu choisis, dans le fond, c'est où est-ce que tu la places dans cet ordre-là. Puis, tu sais, c'est un genre de. C'est un peu comme une simulation des jeux de combat là, en jeu vidéo, là, les Street Fighter ou autres jeux de ce genre-là, où ce que tu t'as comme. Au final, t'as des attaques, des défenses, puis des effets spéciaux. Fait que là, t'essayes de comme te timer pour pas mettre une attaque contre une défense de ton adversaire et vice-versa. Mais tu sais, les deux, vous allez chacun à chaque fois rajouter une carte à votre deck. Fait que tu sais, c'est comme l'espèce de genre. Là, je sais que j'avais l'avantage sur la première carte. Est-ce qu'il va essayer de comme casser ça en mettant une autre carte ou il se dit que je le sais qu'il va faire ça. Fait que là, il va mettre sa carte ailleurs pour que ce soit moi qui me décale. Bref, tu te joues un peu dans la tête. Tu guesses comme ça. Mais ce que je trouve cool, c'est que à chaque game au début, c'est vraiment le draft là, dans le jeu Tag Team de base, on avait 12 personnages. Tu sais, la façon que je préfère jouer, moi, c'est que chaque joueur, on en a 6 au hasard. On en choisit un, on en trash un. On passe les 4 restantes à l'adversaire, puis là, il choisit son deuxième parmi ces 4-là. Fait que tu peux comme créer tes combos, mais aussi comme bannir ceux qui sont des bons contres aux personnages que tu as choisis. Fait que tu sais, quand tu joues tout le temps avec le même adversaire, tu peux te développer une méta, tu sais, savoir que, ok, ouais, là, j'ai Mordred, fait que là, il faut que je banne tel autre parce que je veux pas que l'autre il fasse la stratégie qui est capable de le contrer. Tout ça, fait que c'est. Quand je reçois mes 6, je sais c'est quoi les 6 que l'autre y a, fait que si je joue tout le temps avec Vincent, peut-être que je me doute lequel qu'il va choisir, puis que moi je peux prendre mon choix en conséquence, mais peut-être qu'il va essayer. Encore là, on se joue dans la tête. Peut-être qu'on fera pas ça. Cette boîte-là, Arthur's Legacy, se veut la première extension. Donc, je pense que c'est 8 nouveaux personnages. Tu peux mix and match avec la première boîte ou tu peux acheter juste celle-là, puis comme juste jouer avec ceux-là, puis ça va marcher aussi. Il s'en cache pas, c'est la première, mais probablement pas la dernière. Moi, j'ai joué beaucoup, beaucoup sur BGA. J'ai hâte que cette nouvelle boîte-là arrive en virtuel, mais sur la table, c'est. J'ai joué quelques fois aussi, puis c'est très cool comme jeu de duel. Là. Et de cartes. Parce que c'est ça le thème de ce mini-duel. Ouais, c'est important que tu précises qu'il y a des cartes dans le jeu. Ben, il y a juste ça, tu sais. Donc, c'est ça, duel de jeu de cartes. De mon côté, j'avais Misfit Heroes, si vous êtes hashtag Team 8. Sinon, hashtag Team Sam avec Tag Team. Le leg d'Arthur ou Arthur's Legacy. Et finalement, dernier duel, duel de placement de tuiles. Moi, je vais y aller avec Frosted Blooms, designé par Bruno Catala et Ludovic Maublanc, dessiné par Simon-Pierre Bernard, publié par Synapsis Games, qui est distribué au Canada par Asmodée Canada. Donc, Frosted Blooms, c'est un jeu de placement de tuiles qui ressemble à d'autres jeux de placement de tuiles, à la différence que souvent, on va essayer comme de faire des blocs contigus ou faire une forme carrée. Ça, tu sais, pas, de ne pas laisser de trous dans notre pattern de tuiles. Ben, dans Frosted Blooms, en fait, c'est tout l'inverse. En fait, si on réussit à faire des trous de taille suffisamment intéressante, ben, on va pouvoir scorer des points de plus en fin de partie. Fait que, comme dans tous les jeux de tuiles, ben, dans le fond, il va y avoir un draft de tuiles. Fait qu'on va aller chercher une tuile sur un plateau central, on va la mettre sur notre devant nous, puis on va les assembler. L'idée, c'est aussi de faire des groupes contigus. Dans Frosted Bloom, c'est surtout des fleurs. Fait que, on va essayer de faire des groupes de fleurs qui sont grands ou des lacs qui sont grands. Mais si on fait des trous dans notre assemblage, ben, puis qu'on réussit à les fermer, en fonction de la taille et de la forme des trous, ben, je dis la forme, mais c'est pas mal
un carré tout seul, deux carrés à côté ou quatre carrés ensemble, on va pouvoir construire des bâtiments ou mettre des bonhommes dedans qui donnent des points en fin de partie. Il y a une notion aussi de course. À chaque partie, il y a comme des objectifs à remplir. Tu sais, quand tu es le premier à faire tel objectif, ben, tu peux récolter la tuile, puis ça te donne des points en fin de partie. La sélection de tuiles est comme tout le temps un peu différente. Puis des fois, tu peux un peu tenter ta chance. Tu sais, si tu es capable de faire de récolter une tuile, mais que tu en as une du même type, genre avoir autant de tulipes de tulipes roses, admettons, Ben, adjacentes, ben tu sais, c'est que chaque tu peux objectif, dans le fond, il y a différents niveaux. Fait que tu peux. Quand tu atteins le niveau le plus bas, tu peux la cacher tout de suite, mais ça veut dire que tu t'abandonnes d'aller chercher la plus grosse qui vaut plus de points. Mais en c'est même ça. temps, tu es sûr de l'avoir. Fait que tu sais, c'est un peu de. Un genre de pousse ta chance ou de à quel point t'es en avance par rapport aux autres joueurs sur cet objectif-là ou pas, là. Exact. Puis tu as aussi une main carte, dans le fond, dans laquelle tu vas pouvoir jouer des cartes pour pouvoir scorer des points sur tes différents ensembles. Fait que c'est tout simple, mais en même temps, je trouvais que c'était une twist intéressante au lieu de viser à essayer de vraiment patcher tous les trous dans ton set de tuiles, là, tu vas vraiment essayer comme peut-être de te créer des trous que tu vas vouloir fermer. Fait que ça ajoute comme une dimension un peu différente à ce qu'on est habitué de voir. Mais tu sais, en même temps, ça vient avec des risques parce que tu sais, si tu te laisses des trous ouverts, il faut que quand même que tu trouves une façon de les fermer pour pouvoir faire les points de fin de partie liés au bâtiment. C'est un peu ce choix-là à faire, puis cette organisation à penser quand tu vas choisir tes tuiles. Puis un Ouais, peu le système de sélection de tuiles, c'est un peu comme Patchwork, dans le sens où il va y avoir plusieurs tuiles qui sont disponibles, puis tu vas avancer en allant chercher ces tuiles-là. Puis les tuiles que euh, tu skips, ben, tu mets de l'argent dessus. tu fais pas ça dans Patchwork. Non, mais tu tournes autour. Ben, c'est plus comme la première est gratuite, puis là, plus que tu vas aller plus loin, ben plus cher ça va te coûter, puis éventuellement, tu sais, l'argent que tu mets sur les tuiles, le joueur qui va la ramasser éventuellement va ramasser cet argent-là. Fait que tu sais, c'est comme. Puis l'argent, c'est des points au final, là. Un pour un. Fait que c'est. À quel point t'es prêt à sacrifier tes points pour avoir la tuile parfaite ou prendre la chance qu'elle va peut-être être encore là à ton prochain tour, là. Ouais, mais tu sais, t'as un peu c'est un peu le feeling de Patchwork dans le sens où tu veux-tu avancer plus loin, puis comme aller chercher moins de tuiles, c'est un peu ce parallèle-là que je voulais dire, tu sais, que t'as le rythme selon où tu vas aller chercher ta tuile, ça a un impact sur la game. Ouais. Moi, le parallèle avec Patchwork, c'est plus comme sur les formes des tuiles, là. C'est des tuiles un peu funky avec des carrés, un peu comme dans Patchwork, là. Ils sont peut-être un peu moins funky que. C'est plus comme des L, puis des croix, puis des barres droites, là. Ouais. Mais ils ont le style pièce de Tetris, là, Ouais, ouais. plus que juste des carrés Ben, ou c'est des des rectangles. agencements de carrés, là, comme dans Tetris. Des Ouais, polyomino. exact. Fait que c'était Frosted Bloom. Finalement, moi, je vais vous parler de Tulico, designé par Nicolas Mellet et Jérôme Soleil, publié par Studio H et distribué par Asmodée Canada aussi. C'est aussi, évidemment, un jeu de placement de tuiles, mais sa twist, c'est que dans le fond, on va avoir un marché de tuiles qui est commun. Comment que ça va fonctionner? C'est qu'il va falloir qu'on aille insérer une tuile dedans. C'est comme une espèce de plateau double couche. Puis les tuiles, tu les rentres d'un bord pour en faire sortir une de l'autre bord. Puis c'est celle que tu fais sortir que tu vas jouer dans le fond. Fait qu'à chaque tour, t'en fais rentrer une pour en faire tomber une. Puis celle qui tombe, c'est celle-là que tu places dans ton plateau. Puis où est-ce que tu la fais sortir? Il va y avoir un petit symbole dessus. Puis je pense qu'il y a 4 ou 5. Non, il y a 4 symboles différents. Puis dans le fond, le symbole où tu la fais sortir, ça doit aussi être le symbole sur lequel tu la places sur ton plateau personnel. Là, tu essaies de faire des regroupements. Il y a comme 4 couleurs de tuiles différentes. Tu essaies de faire des groupes euh, ensemble. Mais c'est. Dans le fond, quand t'en places deux qui sont pas pareils côte à côte, ben là, tu mets une rivière entre les deux. Puis il y a certains objectifs qui vont faire référence justement à ces rivières-là.
Aux tuiles que tu as placées, ça peut être de faire des groupes d'une certaine grosseur, ça peut être de faire une forme en particulier. Bref, il va y avoir des objectifs différents à chaque partie. Un peu comme dans bien des jeux de ce style-là, au final, là, mais qui vont te pousser dans une certaine direction. Mais je trouvais ça vraiment clever, le système de comme je fais slider la rangée, puis je prends ce qui sort. La façon que ça fonctionne, c'est que tu vois pas toutes les tuiles qui sont dans le plateau double couche. Tu sais c'est quoi qui va sortir, mais tu peux te rappeler de ça va être quoi qui va venir le remplacer, mais c'est comme caché par la deuxième couche du plateau. Là. Je sais pas si c'est clair mon affaire. Ouais, ben, tu sais, dans le fond, il y a toujours 5 tuiles qui sont sur le plateau, mais il y en a une qui est au centre que tu sais pas c'est quoi. L'affaire, c'est que la tuile du centre, ben, dans le fond, selon où tu vas pousser les tuiles, ben, elle va aller dans un autre cadran. Fait que tu sais, as un peu le contrôle de dire, OK, si tu te rappelles qu'est-ce qui est caché en dessous au centre, ben, tu peux l'envoyer dans une direction qui t'intéresse ou qui surtout va pas intéresser les autres joueurs. Fait que tu peux un peu scraper les plans des autres en changeant ce qui est caché dans le milieu. Tu as un certain avantage, tu sais, à suivre le jeu et à savoir quelle est la couleur de la tuile qui est en dessous du plateau et qui est invisible temporairement. Parce que c'est ça que tu vas offrir à l'autre, mais si tu l'offres dans une région où ce que ça fait pas son affaire d'aller la placer sur son plateau personnel, ben c'est une bonne chose pour toi. Là. Puis surtout à deux, ben il y a des bonnes chances qu'elle te revienne après. Là. À quatre, c'est C'est ça. peut-être un peu plus chaotique. Là. Ouais. Mais tu sais, tu vas essayer de nuire aux joueurs après toi, puis ainsi de suite. Fait que tu sais, il y a quand même une interaction intéressante, je trouve, avec le mécanisme de sélection de tuiles. Ouais, puis on nous promet des parties rapides là, de 10-20 minutes. Là, fait que ça va pas s'éterniser, mais quand même un pas pire casse-tête. Là. Fait que voilà pour notre mini-duel de placement de tuiles. Fait qu'allez-vous être hashtag Team Sam avec Tulico. Ou hashtag Team Vince avec Frosted Blooms. Puis là, si vous avez voté depuis le début, normalement, ça devrait être. Il devrait avoir un gagnant. Parce que là, on avait 5 mini-duels. Il peut pas avoir d'égalité. Donc, si vous faites le total de vos votes, globalement, est-ce que vous êtes hashtag Team Sam? Ou hashtag Team Vince. Vous nous préparez ça dans les commentaires, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Venez jaser avec nous sur notre Discord. Sinon, envoyez-nous un petit courriel à boardgameduel@gmail.com. On aime toujours ça. Lire vos commentaires. Dites-nous aussi c'est lequel parmi tous les jeux qu'on a parlé aujourd'hui qui vous excite le plus, que vous avez le plus envie d'essayer. Il y a peut-être certains de ces jeux-là qui vont se retrouver dans des vrais duels à venir. Fait que oui, fait qu'on on vous remercie pour votre écoute. On remercie Chrysalis pour notre chanson thème. On remercie tout spécialement nos Patreons qui nous supportent et qui permettent au podcast de continuer. Et sur ce, je t'invite. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye! Ça roule. Ça roule ma poule. C'est toi. Je le sais, mais je remplissais mon verre.